car le plus grand adversaire de l'autonomie de l'Alsace-Lorraine, c'était l'armée allemande, et plus particulièrement la caste des officiers majoritairement prussiens qui la commandaient. Ils sont majoritairement des ressortissants de la très haute noblesse allemande et occupaient les postes les plus en vue de l'armée, mais également de l'administration. Ce sont ceux que l'on appelle les Junkers. Alors oui, l'armée allemande est présente en force en Alsace-Lorraine. Plus de 80 000 soldats répartis en une vingtaine de divisions y stationnent en 1914, ce qui en fait la plus grande concentration de militaires au kilomètre carré de tout l'Empire allemand. Tenez, sur cette carte d'époque, on s'est même senti obligé d'ajouter un cartouche montrant les divisions présentes dans le pays pour plus de clarté. Avec cette simple carte, on comprend alors le poids considérable de l'armée allemande dans le Reichsland. L'armée ne considère d'ailleurs le Reichsland que comme un glacis militaire protecteur face à la puissance française. Son poids était tellement important qu'on nommait l'armée allemande le Nebenregierung, histoire de bien désigner qui avait réellement le pouvoir. L'Alsace-Lorraine restait pour eux au mieux un pays rattaché peu sûr et au pire un pays ennemi occupé. D'une manière générale, le haut commandement de l'armée allemande était complètement opposé à toute politique visant à l'autonomie de l'Alsace-Lorraine au sein du Reich, qui ne pouvait pour lui aboutir à terme qu'à sa séparation d'avec l'Allemagne. Les Junkers avaient d'autres projets pour le Reichsland, son annexion à la Prusse, sa prussianisation et l'élimination de tout ce qui rappelle la France. Du coup, c'est un conflit permanent qui opposa les factions les plus francophiles de la société alsacienne-lorraine à l'armée allemande. L'inauguration des monuments de Noiswil le 4 octobre 1908 ou celui de Wissembourg le 17 octobre 1909 commémorant les morts français des batailles de 1870 attirèrent des milliers de participants et furent l'occasion pour les mouvements francophiles d'en faire des manifestations pro-françaises. L'inauguration du monument de Wissembourg fut même l'occasion d'y entonner la Marseillaise en présence de nombreux officiers allemands. Leurs oreilles ont dû siffler pendant quelques jours. De leur côté, l'armée multiplie ses provocations qui sont autant de piques contre le pouvoir civil. Elle s'arroge le pouvoir de police à Mulhouse lors d'un meeting aérien le 21 mai 1911, mais aussi en 1913, l'interdiction formelle de parler français sur une promenade de Metz et l'organisation d'une revue militaire sur la place Breuil à Strasbourg à midi pile, bloquant la circulation dans une bonne partie de la ville. Une série de petits incidents pour bien montrer au pouvoir civil d'Alsace-Lorraine et en premier lieu au Statthalter Karl von Wedel et son staatssecrétaire l'Alsacien Hugo Zorn von Bullach, qui étaient les promoteurs de la Constitution de 1911, qui est le véritable patron dans le Reichsland. Et l'un de ces petits incidents va prendre des proportions démesurées. Octobre 1913, un jour comme un autre à Saverne. Un mot pourtant s'échappe de la caserne occupée par le 99. Infanterieregiment, prononcé par le jeune lieutenant de 20 ans, Günther von Forstner, à l'encontre des recrues alsaciens-lorrains. Wokes, ce qui veut dire voyou. Il promet même une prime à ceux qui lui en ramèneraient mort. L'incident a fini par fuiter et fut relayé par la presse locale. Les Savernois, mis au courant, s'indignèrent et des manifestations spontanées eurent lieu en ville du 7 au 10 novembre. Les insultes fusaient, prenant le lieutenant pour cible, de même que son supérieur, l'Oberst von Reuter. Von Reuter finit par se fâcher, non seulement contre les habitants de la ville, mais également contre le Kreisdirektor Georg Mahl, à qui il lui reproche son incapacité à faire rétablir l'ordre. Mahl et le maire de Saverne, Louis Knöpfer, préfèrent faire de la prévention et le 11 novembre, après un appel au calme du maire, tout rentra progressivement dans l'ordre. En fait, le Kreisdirektor tentait avant tout d'éviter une intervention des militaires. Toujours est-il que Saverne était redevenu calme, comme d'ailleurs le constatèrent le Statthalter Karl von Wedel et le commandant du 15e corps d'armée basé à Strasbourg, le général Berthold von Deimling, qui firent un arrêt en gare de Saverne alors qu'ils se rendaient en train à une partie de chasse en Lorraine. Quant à von Forstner, il écopa de 6 jours d'arrêt pour l'emploi du terme « Wokes », interdit par le règlement militaire. Tout semblait réglé. Mais le lieutenant n'avait pas fini de faire parler de lui. Le 15 novembre, le journal L'Elsässer rapporta que von Forstner aurait injurié le drapeau français durant une instruction sur la Légion étrangère par ces mots « Pour ma part, je vous autorise à
sur le drapeau français. Les manifestations reprennent alors à Saverne, d'autant plus qu'après ces 6 jours d'arrêt, von Forstner se baladait ostensiblement en ville, sous escorte armée, ce qui déclenchait les railleries. En gros, on se fiche de lui. Cette situation n'était pas du tout, mais pas du tout du goût du colonel von Reuter. En haut lieu, le général von Deimling et le Kronprinz Friedrich Wilhelm lui-même encouragèrent l'usage de la manière forte. Le 20 novembre, von Reuter fit circuler des patrouilles armées en ville pour empêcher tout rassemblement. Le 26, il fit perquisitionner en toute illégalité le journal local Zaberner Anzeiger et le 28 novembre, il se déchaîna. Après qu'un groupe d'officiers ait été insulté, il fit mettre des mitrailleuses en batterie sur la place du château et fit sortir une section de 50 soldats du château-caserne qui se déploya en formation de combat urbain. Les soldats interpellèrent, frappèrent, pourchassèrent les passants parfois jusque dans leur domicile et procédèrent à des arrestations aléatoires. De nombreux civils furent arrêtés et parmi eux 4 magistrats sortant d'une audience au tribunal. 2 furent immédiatement relâchés, mais les 2 autres, les juges Kalisch et Bebelmans, ne furent relâchés que dans la soirée tandis qu'une trentaine de civils furent enfermés pour la nuit dans les caves de la caserne. Le choc fut tel que le conseil municipal de Saverne adressa un télégramme à l'empereur lui-même pour lui demander la protection de la loi. Les patrouilles ne cessèrent que le lundi 1er décembre sur ordre du général Kuhn, envoyé à Saverne par le ministre de la guerre, von Falkenhayn, afin de faire un rapport sur les événements. Ce qui n'a pas empêché notre cher lieutenant von Forstner de refaire parler de lui encore une fois. Le lendemain de décembre, à Detwiller, lui et un petit groupe de soldats qui l'accompagnaient avaient pourchassé des ouvriers qui se moquaient d'eux. Ils s'acharnèrent sur le seul qu'ils avaient pu rattraper, un cordonnier infirme nommé Blanc que Günther von Forstner frappa de son sabre, le blessant grièvement à la tête. Cette succession d'événements et surtout l'état de siège instauré de fait par le colonel von Reuter fut relayé par la presse, qu'elle soit locale, nationale et même internationale. Oui, parce qu'outre la presse allemande et française, l'information fut relayée dans la presse suisse, britannique, autrichienne, grecque, canadienne, aux États-Unis, au Mexique et même jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'affaire prit alors une tournure politique. Dès le 30 novembre, un rassemblement de 3000 personnes fut organisé par le Parti social-démocrate à Mulhouse. Le 2 décembre, les maires des villes moyennes du Reichsland soutinrent leurs collègues de Saverne, le maire Knöpfer, et en appelèrent au Kaiser pour rétablir l'état de droit. Les partis politiques locaux organisèrent des meetings de protestation dans toute l'Alsace et les députés alsaciens-lorrains intervinrent au Reichstag. L'opinion allemande en général n'était pas indifférente et se divisait en 2 camps. Les conservateurs qui soutenaient l'armée et les milieux centristes et socialistes qui soutenaient les Alsaciens lorrains contre l'armée qu'ils considéraient comme une menace sur l'état de droit. Les différents points de vue s'opposèrent au Reichstag les 3 et 4 décembre et devant les critiques, le ministre von Falkenhayn affirma que l'armée avait fait son devoir et accusa la presse d'avoir monté toute l'affaire. Mais il fut interrompu par des huées. Le chancelier Bethmann Hollweg soutint son ministre et pour répondre, le Reichstag vota une motion de défiance à l'égard du chancelier qui fut adoptée à une très large majorité. 293 voix pour, 54 contre et 4 abstentions. Cette motion de défiance fut un fait unique dans l'histoire de l'Empire allemand. Si à ce moment-là, l'Allemagne avait été un régime parlementaire, le gouvernement désavoué par le Reichstag aurait dû remettre sa démission. Sauf que ce n'était pas le cas. L'Allemagne en 1913 était une monarchie constitutionnelle autoritaire. C'était l'empereur allemand, en l'occurrence à ce moment-là Wilhelm II, qui avait le dernier mot. Et son opinion était déjà toute faite. Pour lui, les manifestations sont intolérables, le gouvernement d'Alsace-Lorraine n'a pas été assez ferme, les autorités civiles ont failli et l'armée n'a fait que son travail en rétablissant l'ordre. Le 5 décembre, ayant convoqué Bethmann Hollweg, von Wedel et Deimling à Donaueschingen, l'empereur décida de garder sa confiance dans son chancelier. Le 99. Infanterieregiment fut envoyé en manœuvre à Bitsch et à Oberhofen et il fut décidé d'accélérer les procédures de justice militaire pour les soldats et officiers impliqués dans l'affaire, de même que de muter von Reuter et von Forstner. Alors que cette décision fut prise, le 7 décembre, le Parti social-démocrate organisa de nombreuses manifestations de soutien aux Alsaciens lorrains contre le pouvoir militaire dans près de 17 villes allemandes, dont 12 grandes villes, et réclamèrent la démission du chancelier et de son ministre de la guerre. Sans succès. À l'issue de l'affaire, le Nebenregierung,
a triomphé. Le Kreisdirektor Mahl fut quant à lui muté à Thann, où il passa de Kreisdirektor de première classe à Kreisdirektor de troisième classe, et le maire de Saverne, Knöpfler, a été remplacé par un maire professionnel. Pour avoir divulgué l'affaire du drapeau français au journal local, les soldats inculpés furent condamnés de 6 à 3 semaines de Mittelarrest. Le Leutnant von Forstner fut condamné dans l'affaire du cordonnier blessé à 43 jours de prison, mais il fut acquitté en appel. Il a été muté au 43e régiment d'infanterie de Bromberg en Prusse. Quant à l'Oberst von Reuter, il assuma pleinement ses actes et fut acquitté le 10 janvier 1914. Alors il fut certes muté, mais dans un régiment de prestige, le 12. Grenadierregiment Prinz Karl von Preußen, 2. Brandenburgisches, et fut même décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse. Le gouvernement du Reichsland, et notamment le Statthalter von Wedel et le Staatssecrétaire Hugo Zorn von Bullard, furent au centre des critiques. Accusés d'avoir manqué de fermeté envers les manifestants par le pouvoir impérial, la chambre basse du Landtag, comme la chambre haute, pourtant réputée plus conciliante, critiquèrent vertement le gouvernement dont ils ont déploré la passivité envers les militaires. La position de Zorn von Bullard fut intenable. Il démissionna le 28 janvier. Le 18 avril, c'est le Statthalter Karl von Wedel qui est remplacé par Johann von Dallwitz, ancien ministre de l'Intérieur de Prusse et opposant en 1911 à la loi sur la constitution de l'Alsace-Lorraine. Du côté des institutions impériales, la Chambre haute de Prusse, dite Chambre des seigneurs de Prusse, adressa un blâme au chancelier Bethmann Hollweg pour ne pas avoir supprimé la Constitution de 1911, responsable, selon cette assemblée, des incidents de Saverne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le processus d'autonomie marqua dès lors un coup d'arrêt. Et peut-être même pire. En effet, il avait été avancé que la nomination de von Dallwitz en tant que Statthalter, secondé par un nouveau Staatssecrétaire, le comte von Röder, un autre haut fonctionnaire prussien, aurait dû préparer une future annexion du Reichsland à la Prusse, mais qu'il aurait simplement manqué de temps, la Première Guerre mondiale ayant débuté peu de temps après son installation. Alors, ce remplacement préfigurait-il réellement une future annexion à la Prusse? Le débat reste ouvert. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'armée avait démontré par cette affaire qu'elle était intouchable. Tandis qu'en Alsace-Lorraine, le fossé entre Altdeutsch et Altelsässer restait un problème d'actualité, et ça même si une partie des Altdeutsch avait pris fait et cause pour les Alsaciens. Le professeur Fritz van Kalker, qui pourtant faisait partie des immigrés allemands installés à Strasbourg, et qui était même professeur de la Kaiser Wilhelms Universität, mais également député au Reichstag, dénonça la maladresse des autorités dans leurs décisions dans la gestion de la crise savernoise. Il lança à la tribune de l'Assemblée du Reich « Vous avez défait notre ouvrage, jetzt ist alles kaputt ». C'était une allusion à la politique d'intégration du Reichsland et Elsass-Lothringen dans l'Empire allemand. Pour lui, tout était à refaire.